bien, bonjour à tous. Bonjour, Bonjour à nos bonjour. fidèles auditeurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor. Comment ça va les auditeurs? Aujourd'hui, j'espère qu'ils vont bien, tout Bah d'abord. ouais, ils peuvent pas nous répondre mais on Euh, espère. il est vrai, il est vrai. Aujourd'hui, je vais vous surprendre en vous disant que je vais vous raconter une histoire. Mais non. Ouais, je sais. J'espère que t'es pas tombé de ta chaise. Ah bah je suis surpris, moi qui Euh, pensais que t'allais nous faire des calculs de maths. Oh bah bof. Ça c'est pas ma spécialité, je vais pas te mentir. Bref, aujourd'hui on va parler de nos deux petits français, les premiers français de Backdoor, et Oh. pas n'importe lesquels, mesdames et messieurs. Bien On évidemment va parler. parler de la French Mafia. Allez, On va la parler de mafia monsieur- française. Exactement, on va parler de monsieur Tony Parker et de monsieur Boris Dio. Ils sont pas plus dans la French Mafia? J'ai une petite question comme ça. Bah, la French Mafia... Est-ce que c'est pour, que les deux ou est-ce qu'il n'y a pas Flo Pietrus avec ou Michael Pietrus, je sais pas. Alors, pour moi, ce que j'ai pu un peu lire et même dans mes souvenirs, pour moi, la French Mafia, c'est vraiment Ouais. juste les Français des Spurs. Ok, d'accord. Donc, après, je dis peut-être de la merde, mais... Non, mais en vrai, c'était vraiment une pure question. C'est-à-dire que j'en sais rien. Je me posais la question si c'était pas genre un surnom qui était donné à ces Français qui étaient passés par l'INSEP à peu près au même moment. Parce que, à moins que je dise des conneries, les frères Pietrus, ils passent pas au même moment par l'INSEP? Non, pas au même moment. Mais Ah, je on va pensais en qu'ils s'étaient par- on va croisés. Non. Non, pour ben, moi, je dis de la French merde. Mafia, c'est Parker, Dio et allez, un peu de Colo quand même aussi. Ouais, Bref. bah après, bon, ouais, vas-y. On Si tu veux. va gentiment commencer. On va gentiment commencer Trop par un moment qui début, est quand tout même ça. important dans Mhm. l'histoire de nos deux compères. Ouais. On est le 23 juillet 2000. On est Eh à ben, je suis Zadar en Pas encore Croatie. né. Moi, je suis né depuis très exactement 21 jours à ce moment-là. Waouh. Donc, autant te dire que j'en ai pas énormément de souvenirs. Bah, et moi donc, finalement. Bref, donc on est le 23 juillet 2000 à Zadar en Croatie. Est-ce que tu sais ce qui se passe à cette Est-ce date-là? que c'est pas la finale du championnat U18 d'Europe? U19. Mais, U19, mais ouais, pardon. c'est ça. Enfin, c'est le championnat d'Europe junior. Oui, Donc, championnat à d'Europe l'époque, junior. ouais, ça doit- J'ai voulu faire le mec à donner la bonne catégorie, pas du tout. Il me semble qu'à l'époque, junior, c'est U19. Bref, donc c'est Peut-être. finale des championnats d'Europe junior, donc en Croatie. Mhm. La finale, c'est France-Croatie. Voilà. Ah, comme la Nos- Coupe du Monde en 2018. Exactement. Nos petits Français se retrouvent donc face à jouer contre les Croates en Croatie, dans une ambiance, bon, Ils on sont en à a la déjà maison, un petit hein, peu voilà. on en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode de Drazen Petrovic, mais disons que les ambiances des Balkans, Est-ce que, c'est à est-ce que peu près- les c'est un peu un moments autre où niveau. l'équipe nationale joue en Croatie, c'est les seuls moments où les supporters du Partizan et de l'Étoile Rouge sont copains? Sûrement. Attends, Je pense que tous les autres jours de l'année, ils se mettent sur la gueule. Putain, mais non, je suis ivre mort. Le Belgrade, c'est pas du tout en Croatie, c'est en Serbie. Mais oui, mais moi aussi. Putain, je suis complètement bourré. Désolé. On va dire, c'est le seul moment où les supporters du Dynamo et du Cibona Zagreb Voilà, se foutent pas sur la c'était- gueule. Exactement, Voilà. excusez. Après, Ça- on est en fin de journée, on est fatigué, c'est des choses qui arrivent. J'ai peu Bref. dormi, désolé. De même. Donc du coup, dans cette équipe de France, on retrouve le jeune Boris Dio, jeune Tony Parker, mais également jeune Ronny Turiaf, Ah jeune oui. Michael Pietrus, tout Ah ça, oui, tout ça. C'est toute cette génération-là. une belle génération finalement, une belle équipe. Exactement. La génération 82, qui est la meilleure génération du basket français. Ouais, bah pour Clairement. l'instant, en tout cas de très loin. Hein. De très très loin, du basket européen, elle discute très fort, en tout cas. Ouais, ils ont pas v'là la génération dorée en Espagne? Bah, c'est justement ce que j'allais dire. Moi, je mets quand même la génération des Gasol, Rodriguez, Fernandez. Ouais, tout c'est ça, ce que j'allais au-dessus. dire. Après, est-ce qu'ils sont nés Mais, tous la même année? J'en sais rien, mais Mais c'est la même génération, quoi. ouais. Bah en tout Et, cas, ils nous ont tapé, donc je pense qu'ils sont peut-être meilleurs. Ouais, ils nous ont tapé plus d'une fois. Eh oui. Et oui, malheureusement. Mais du coup, ouais, c'est le premier titre de cette équipe de France. Ouais. Et à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, remarque, cette génération-là, c'est la seule qui a réussi à gagner. Qui a réussi Oui. à gagner la médaille d'or en 2013. Ouais, carrément. Alors certes, il y avait aussi les Batum, les De Colo, même des Lauvergne ou quoi qui étaient plus jeunes, mais le 2013, noyau il y a- dur...
Attends, le noyau dur 2013, de il y a cette pas... Non, équipe-là, Noah, il est pas là en c'est, 2013. Non, c'est 2011, Qui Noah. ça? Joachim Noah, c'est 2011. Ouais, il fait 2011, Ouais, c'est il ça. fait pas 2013, Noah. Mais ouais, Oh, vraiment, putain. donc le noyau dur de cette équipe qui gagne en 2013, c'est cette génération-là. Bah ouais, Et, carrément. et ouais, on Ah va, putain, on va ils nous ont gentiment, fait vibrer. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils nous ont fait vibrer? On va en reparler, On a- j'espère, mais... on va en reparler, bien évidemment, naturellement. Allez. Attends, Attends, comment non, non, parler de... on va pas parler de l'événement le plus important du basket français, qui inclut les 2 joueurs dont on parle dans ce podcast. Et oui, Ouais, non, on vous prend à contre-pied. Voilà, c'est un choix éditorial. En fait, on va parler de David Trezeguet, on a décidé de changer de sujet. Allez, on parle sur le football. Ça part. Ouais, Bref, trêve de conneries. allez, trêve de conneries comme tu dis, exactement, rentrons dans le cœur du sujet. Nos 2 protagonistes, donc Monsieur Tony Parker et Monsieur Boris Dio, se sont connus très jeunes, très très jeunes, ils avaient genre 15 ans, ils se sont connus sur les bancs de l'INSEP. C'est Alors, connu au même attention, âge, mais pas sur les bancs de l'INSEP. C'est ça. Pas les mêmes parcours. Non, c'est connu sur les bancs d'un club de départemental à côté d'Angers. Ce qui était bien aussi, mais pas Oui, pareil. ce qui Quoi. était pas au même niveau. Pas tellement. Petite question trivia avant de commencer, est-ce que tu sais ce que ça veut dire INSEP? Institut National du Sport. Ouais. Et alors, le E et le P, j'ai un doute. Institut National Mhm. du Sport et de l'Éducation Physique. Non, de l'expertise et de la performance. Oh. Donc, C'est très haut. J'ai pas le terme. ouais, pompeux peut-être, c'est ça que tu cherches? Pompeux, exactement, merci. Mais bref, mais en même temps, pour ceux qui ne connaissent pas l'INSEP c'est à côté de Paris. C'est une... je sais pas trop comment on pourrait catégoriser ça, mais en gros... Bah, c'est l'élite du sport français, de la formation à la française, exact- tout simplement. Exactement, c'est... Si l'INSEP vient toquer à votre porte, c'est que vous êtes bon généralement, vous êtes même très bon, vous ouais, êtes souvent c'est parmi que les vous êtes meilleurs très de votre bon, c'est que vous génération. Et dans votre sport et dans toute la France. Ouais, Parce voilà. qu'il y a c'est- beaucoup de sports à l'INSEP, t'as plus ou moins tous les sports. Ouais, et, quasiment en gros, tous, hein, même, je pense, qui sont représentés. Ils font la formation, en gros, je crois qu'ils font genre collège-lycée, genre sport-études, mais pour le très haut niveau, ouais, quoi. c'est ça, je crois que ça commence... Je me demande si ça commence pas genre à partir de la 4ème, mais j'ai un doute. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Oui, Je sais pas s'ils plus font non tout le plus, cycle mais- du collège, mais peut-être. Mais en gros, voilà ce que c'est l'INSEP. Ça C'est pèse. un immense centre de formation, le plus grand, dans plein de sports différents. Ah bah et oui. si tu comptais tous, genre les champions du monde olympique, d'Europe, de tout ce que tu veux, qui sont sortis de l'INSEP, que ce soit dans le basket ou dans d'autres sports, la liste elle est longue, mon pote. Ouais, et puis Bref. pareil, hein, si tu commences à vouloir rajouter les entraîneurs hein, qui ont fait « Oh, ils ont amené des mecs au titre et ils sont passés par l'INSEP. Tiens !» Ouais. ouais. Parlons de notre bon vieil ami, monsieur Boris Dio, de son nom complet, Boris Babacar Dio Rifio. Babac. Il est le fils de Elisabeth Rifio, Ouais. qui est l'une des, si ce n'est la meilleure pivot de l'histoire du basket féminin français. Ce qui aide hein, quand tu dois commencer une carrière de basketteur. Disons que t'as les bons gènes. Ah bah disons que pour le jeu au poste, c'est vu avec maman. Ça aide. Surtout pour Boris. Ah oui. Elle est la 3e joueuse la plus capée de l'histoire de l'équipe de France, derrière Céline Dumer et Pauline Ekambi. Une donc, grande des dame. noms- Ouais, une très très grande dame du basket français. 247 sélections en Putain. équipe de France. C'est exactement le même nombre de sélections que son fils Boris Dio. Mais Il a non. 247 sélections en équipe de France. Oh, Et c'est il sûr s'est qu'il a arrêté là. fait exprès. Je pense aussi. Je suis C'est sûr qu'il beau. a dit. Je C'est suis sûr qu'il le magnifique. savait pas et qu'à un moment il a dit vas-y j'ai envie d'arrêter. Il a regardé, il a fait il m'en manque genre 4 pour aller égaler maman. Je fais les mêmes que maman et j'arrête. Ouais, c'est beau. J'ai égalé, mais j'ai pas dépassé maman. C'est tu vois, ça. Ça, c'est beau. Son père, monsieur Boris Dio, c'est donc monsieur Issa Dio, qui est d'origine sénégalaise. Et lui a également été sportif dans sa jeunesse. Il a été champion universitaire de saut en hauteur. Pareil, ça aide, hein, des bonnes qualités. Un bon départ si tu veux des Ouais, qualités ouais. athlétiques correctes, on va dire. Ouais, c'est ça. Avant de devenir avocat par la suite, il foi. deviendra avocat, son père. Un Et, aussi bon cerveau même que des aussi bonnes jambes. Exactement, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Exactement, le slogan d'Azix. Ouais. Même, je ne savais pas, mais Boris Dio a un frère qui s'appelle Ah ouais Martin. Martin Dio, qui a également été basketteur pro. Il Eh a ben. joué un peu en NCAA et en Pro B en France.
Putain. Donc la famille Dio, c'est des sportifs. Ah, ma foi, ça tâte la balle orange. Hein. Ouais, un petit peu. Même si Boris Dio n'a pas vu beaucoup jouer, n'a pas vu du tout même jouer ses parents jouer au plus haut niveau, il a quand même grandi dans les salles de sport. Parce que même quand il était jeune, il allait voir les matchs de sa mère. Alors certes, c'était pas le plus haut niveau, mais elle était quand même encore pro à cette époque-là. Oui, bah puis bon, peu importe que sa mère soit dans son après-carrière ou pas, je veux dire... Elle a fait ses preuves, elle a quand même... Ça aide de voir maman jouer au basket, hein, même quand bien même elle joue en départemental. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, elle jouait pas en départemental, hein, vraiment. Non, mais vous avez compris, j'exagère le trait. En D2 féminine, quoi, donc ce qui est quand même un bon niveau, on va pas se mentir. C'est un niveau qu'on n'atteindra jamais si on cumule tous les deux nos talents. Ouais, grand max R3, quoi. Ah, grand max D1. Bref, du coup, ouais, il grandit donc dans les salles de sport, il fait un peu plein de trucs, plein de sports, il fait un peu de tennis, il fait un peu d'escalade, pendant que maman fait ses matchs, quoi. Lui, pas d'aviron donc, pas de bateau. Peut-être, j'ai pas pas encore. Je suis désolé. Finalement. Je suis désolé. Pour lui, à cette époque-là, son but de vie ultime, c'était de jouer pour la JSA de Bordeaux, donc le club de basket de Bordeaux, qui à l'époque jouait en N1, N2, quoi. C'est un rêve qui se respecte. Hein. Bah ouais, c'est déjà un bel objectif. Franchement, déjà, si tu joues en N1, N2, t'es chaud, mec. Bravo. Bravo à toi. Bravo à toi. Mais seulement, voilà, il a 15 ans, il arrive à l'INSEP. Ouais. Il se retrouve à jouer plus ou moins directement en National 1, quoi, genre vers ses 16, 17, 18 ans, quoi, un truc comme ça. Finalement, un mec qui remplit très tôt son objectif. Ouais, c'est ça, il remplit très tôt son objectif de vie qui s'était fixé juste quelques années auparavant, quand il devait être en... Alors, de mémoire, parce que ça, il en parle dans l'épisode de Tony Parker a un podcast, je sais pas si tu savais. Oui, je sais, j'ai jamais écouté, mais oui, je sais qu'il a un podcast. Et bah, moi non plus, je l'avais jamais écouté, mais il a fait un épisode avec Boris Dio, et c'est dans cet épisode-là où il en parle, où il disait qu'il s'était fixé justement cet objectif, comme je disais, de jouer pour Bordeaux quand il était genre en U15 ou un truc comme ça. Donc, 3-4 ans après, il est à l'INSEP, il est en N1. Ça va, les échelons sont montés assez rapidement. Ouais, on va dire qu'il s'est fixé un objectif réalisable. Ouais, et il l'a atteint très rapidement parce que Boris Dio est un joueur de basket très très fort. Oh, tu crois? Ouais, je crois. Je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Non. Après, je crois que j'ai vu qu'il joue en départemental, il doit plus être très bon. Ouais, oui, sûrement. Petit à petit, il continue sa progression avec l'INSEP, il continue sa formation, etc. Et quand il sort de l'INSEP, il va rejoindre un grand club français. Ouais. Lequel? Les JSA de Bordeaux? Non. J'en sais rien, frère. Je suis éclaté sur ça. Il signe à l'Élan Béarnais, il signe à Pau. Il signe à Pau, c'est pas très loin finalement. Bah, c'est la même région, quoi. Ouais, non, je suis très nul en basket français. Bah, je vois ça. Il les rejoint donc pour la saison 2000-2001. En tout, il va rester pendant 3 ans à Pau. Le temps de devenir MVP, meilleur jeune et champion de France avec l'équipe paloise. Un beau palmarès. Exactement, je pense que c'est le terme qu'on peut employer dans cette situation. Oui. Dans cette équipe, on retrouve aussi un joueur comme Michael Pietrus. Tiens. Petite info que je te donne. Le Kobe ou le Brown Stopper? C'était quoi son surnom à Pietrus en NBA? De mémoire, c'était le Kobe Stopper. C'était le Kobe Stopper, alors ouais. Ouais. Il y en a eu beaucoup des Kobe Stoppers, mais c'est un autre débat. Oui. Bref, à la fin de la saison 2003, Boris se présente à la draft. Et oui, il fait partie de la draft 2003. Mais oui, je le sais en plus, je l'ai vu la dernière fois. Je suis trop cool. Est-ce que tu sais où il se fait drafter? Alors attends, il est pas tradé directement? Pas que je sache. Alors, il se fait drafter, et là j'ai un putain de doute. Il se fait drafter aux Hawks, non? Ouais, bien joué. Ouais, c'est ça, c'est les Hawks. Oh, j'avais un doute. Il se fait drafter aux Hawks en 21e position de la draft. C'est ça, je l'avais entre 17 et 23 de tête. Je savais qu'il était en milieu fin de premier tour. Ouais, c'est ça, il était en fin de premier tour. Il raconte que pour lui, la draft, c'était un peu... il savait pas trop où t'allais à cette époque-là. Il n'y en avait pas beaucoup des joueurs européens qui
Ah, tu qui m'étonnes, avait et fait des Français encore moins. le grand saut. Bah, il y Des avait Français, il y en Tony, avait. on va il y avait Ouais. Tony, on va en parler juste après là. Mais en Mhm. gros, il expliquait toujours dans ce podcast que à cette époque-là, les Européens qui vont en NBA, Ouais. c'est genre les MVP de l'Euroleague qui Bah y oui, vont. logique. C'est les Kukoc, c'est Sabonis, c'est tous Et tous ces Darko gars-là, quoi. Milicic. Et Darko Milicic, évidemment. Attends, oh. Ah oui, bah oui, évidemment. Donc pour lui, tu vois, qui a pas été MVP de l'Euroleague, alors certes, c'était un bête de joueur, mais il était Bah, c'est pas, un excellent joueur pas de du championnat niveau français, mais MVP, oui. pas du niveau MVP d'Euroleague, quoi. Mhm. C'était quand même un gros step, Bah, tu mais m'étonnes. il a pu, je pense, quand même beaucoup bénéficier de l'aide, d'un certain mec qui a un peu ouvert les portes, un certain Tony Parker, dont on va... Tiens. Eh oui, monsieur Tony. Mais te voilà. Mais qui voilà, j'ai bien monsieur Tony Parker, TP, TP9. qui est également le fils d'un joueur de basket, Ouais. Ah. William Anthony Parker II, et donc le fils de William Anthony Parker Senior, Ok. qui est donc un joueur de basket américain, Ah, qui a passé l'essentiel de sa carrière pro entre les Pays-Bas, la Belgique et la France. Ouais, ça, je sais. c'est Ok, d'ailleurs- je pensais pas que. Vas-y, je viens d'apprendre que le père de Parker était américain. Et bah, Parker, Je c'est pas savais un pas nom du tout. très français. Non, mais Quand je même. sais pas, ça peut être un nom anglais. Enfin, c'est un nom, c'est Non. un anglicisme, donc. Ouais, il est franco-américain, Parker. Ouais, je le savais Euh, franco-belge, donc- mais pas franco-américain. Et oui, j'allais y venir justement, tu me voles une bille. Pardon, excuse-moi. Comme je disais, Papa Parker passe sa carrière pro entre la Belgique, les Pays-Bas et la France. C'est Mhm. pour ça que la mère de Tony Parker, Pamela Firestone, eh bien, Oui. c'est une mannequin néerlandaise. Et que Tony, Mhm. eh bien, ne naît pas en France. Il Oui, naît il en naît en Belgique, Belgique. à Bruges. Ah, Bruges. Il naît à Bruges et il arrive en France alors qu'il n'est âgé seulement que de 3 semaines. Parce Assez que son tôt, finalement. père, son père vient de faire un essai qui a été concluant pour jouer dans le club de l'AS Denain-Voltaire, dans le nord de la France. Bah, Denain, quoi, dans la ville de Denain, dans le nord de Je la ne France. connaissais pas la ville de Denain. Heureux d'apprendre que Ouais. cette ville existe. Ouais, dans le nord de Enchanté la à France. tous les Denins et Denises. Les... les Denains, les Denis. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est à côté de Lille, mais voilà, c'est dans le nord de la France. Bref. Ça marche. Tony grandit donc en France et évidemment, très jeune, il s'entraîne avec son père. Assez logique. Assez logique. Surtout, il a un père américain. À ce moment-là, il rêve déjà de NBA très jeune, quoi. Ça, il en a beaucoup parlé dans des très vite, interviews il a rêvé quoi, grand. qu'il en a fait. Exactement. Quand il disait son rêve, les gens se moquaient de lui. Putain, je connaissais Parce pas qu'il cette rêvait anecdote, très c'est fou. grand, Tony Parker. Non, mais tu connais pas cette citation de Tony Parker? Ah mais si, je le connais, c'est une vanne. Voilà. Comment t'as pu tomber là-dedans? Bah, on sait jamais. Bref. Pas comme si j'avais fait la vanne à l'épisode précédent, à Uri, va. Ah bon? Moi, je sais pas, j'ai oublié. Oh là là. Bref, il prend sa première licence en club à Fécamp, dans la petite ville de Fécamp, en Normandie. Ok. Très vite, il intègre les programmes sport-études, etc. avant Ce qui avant doit d'arriver être à l'INSEP lui monstrueux. aussi. Il était déjà monstrueux, oui. Quand tu t'entraînes avec papa de tous les soirs, de toute façon, au bout d'un moment, t'as de l'avance sur les autres gamins. Évidemment, il restera 3 ans, lui, à l'INSEP. Ok. Il va signer son premier contrat pro 1 an avant Dio. Il va signer au PSG Racing Ouais, ça je savais. pour la saison 99-2000. Sa première saison, elle est un peu compliquée, sa première saison pro, parce qu'il est dans l'ombre d'un grand nom du basket français, Laurent Ciara. Ouais, c'est ça. qui Je joue, peux chercher le meneur français qui était devant lui. qui joue à la Maine à cette époque-là à Paris. Du coup, à la fin de cette saison-là, il songe quand même à rejoindre la NCAA. Ok. Pour, Je savais pas par contre qu'il avait songé à la NCA. Moi non plus, je te cache pas. Bah, je l'ai appris pendant les recherches. D'autant plus qu'il a reçu une offre Ah ouais, de la part d'une fac. La fac d'un joueur dont on a déjà parlé dans cette émission. D1, une fac de. Ouais, du coup, une fac de D1. Une fac d'un genre dont Ah t'as ouais. déjà parlé. Ouais, avec des vestes jaunes. UCL. Attends, des vestes jaunes.
Michigan State. Ouais. Non, Georgia Non. Tech, les Yellow Jackets. Ah, bah oui. La fac de Monsieur Chris Bosh. Putain, mais oui. Ouais, donc il avait reçu cette offre-là, et en plus de ça, Stylé. à l'été 2000, il participe au Nike Hoop Summit. Ouais, ça je savais, c'est là où il fait ses marques. Ouais, à Indianapolis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Hoop Summit, c'est tous les étés Nike qui organise un match d'exhibition entre les meilleurs plusieurs espoirs. matchs. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs matchs. Enfin, T'as bref. trois, c'est une espèce de mini tournoi. Je sais pas, c'est un peu bizarre comment Ouais. c'est foutu. Bref, Mais en gros, oui, c'est du match, show-off tournoi pour les jeunes. d'exhibition entre les meilleurs jeunes américains et les meilleurs jeunes Du monde, hein, du tu reste peux du dire, hein. monde, quoi. Ouais, Ouais. non, tu peux dire du monde, hein, c'est Bah, parce que c'est des tournois bah, où c'est ton agent souvent, qui te fait rentrer, donc. Mais même ce que je veux dire, c'est que souvent c'est équipe reste du monde contre équipe États-Unis, quoi, souvent. Oui, C'était ça, oui, vers où c'est je voulais vrai. en venir. Bien vu. Bref, pendant le Hoop Summit, du coup, Parker sort une petite feuille de stats, 20 points, 7 passes D, 2 rebonds, 2 interceptions. Petite perf. Petite perf, évidemment. Finalement, il va rester un an de plus à Paris. Parce que le nouveau coach qui arrive à Paris cette année-là, Ron Stewart, va le convaincre de rester une saison supplémentaire. D'autant plus que Ciara est parti. Et à seulement 19 ans, Tony Parker est déjà titulaire pendant toute la saison. Prêt à casser des gueules. Exactement, il tourne déjà à 15 points de moyenne pendant toute la saison. Oh putain, c'est énorme. C'est énorme, à 19 ans. Énorme. Mais même dans le championnat de France, 15 points de moyenne, c'est beaucoup de points, surtout à l'époque. Ça n'a pas. Ça joue encore basket très demi-terrain. On parle pas de 15 points dans du run and gun. Ah non, du tout. Du coup, il se présente, il fait un an de plus et il se présente à la draft de 2001. Il sera choisi avec le 28e choix par les Spurs. Et là, j'ai envie de dire, mais quelle chance, quelle aubaine pour notre Tony national d'arriver dans le cadre et on peut dire pour de les Spurs l'équipe de aussi, San Antonio. Bah, évidemment. D'arriver dans le cadre de San Antonio, t'as la franchise la plus stable de l'histoire de la NBA. Alors, à l'époque, c'est tout jeune, mais ouais, c'est la franchise en devenir la plus stable de l'histoire de la NBA. Ça deviendra avec le temps. Et, ah bah oui. Tony déjà double champion ou... Non, ils sont une seule fois champions seulement, les Spurs. Non, une seule fois. Non, double ou une seule fois? Une seule fois, 99. Ouais, c'est ça, 99. Quand il arrive. Donc voilà, il arrive en plus sous les ordres d'un certain Greg Popovich. Exactement. Le meilleur coach de tous les temps, si on me demande, mais bref, c'est pas le sujet. Est-ce que je peux te poser une question avant que tu continues? Est-ce que tu sais par qui il aurait dû être drafté normalement, Tony? Ah, mais oui, je l'ai su. Eh oui. On vient lui donner une casquette et on lui retire la casquette juste avant que monsieur David Stern annonce le choix. C'est vrai. Une énorme franchise de NBA. C'est pas les... Je sais plus. Vas-y. Les Lakers? Non, c'est les Boston Celtics. C'est les Celtics. Je savais que il aurait pu être drafté par les Celtics en 23, et non. La taille du what if. Exactement, oui, grosse taille de what if. Allez, je te laisse continuer. Ouais. Bref, donc évidemment, Tony ne pouvait pas rêver mieux en arrivant en NBA. Une équipe qui est compétitive, qui est même très compétitive, on va le dire. Plus que compétitive. Ouais, ils sont champions en 99, donc 2 ans avant. En plus, non seulement c'est une équipe compétitive, mais c'est un coach, donc Pop, et une organisation, je pense notamment à R.C. Buford, qui est le général manager. Ils n'ont pas peur de laisser la place aux jeunes. Ouais, puis il y a déjà Steve Kerr dans les bureaux à l'époque, je crois, non? Ou il est encore sur le terrain, Steve Kerr? Steve Kerr, il est sur le terrain encore. Il est encore sur le terrain? Ok. Et oui, un petit doute. donc comme je disais, ils n'ont pas peur de laisser la place aux jeunes. J'en ai pour preuve le fait que le 6 novembre 2001, c'est le 5e match NBA de Monsieur Tony Parker, et il devient le plus jeune meneur titulaire de l'histoire de la NBA. Et ça, c'est un truc de fou furieux. Ça, c'est une stat de zinzin, ça. Surtout que Pop, à la base, était pas super chaud pour le faire jouer. Hein. Bah ouais. Il y a toute cette histoire aussi avec Pop, où il est pas méga fan du joueur et tout aussi. Je sais pas si tu vas nous en parler. Bah, je veux juste vite faire rappeler que oui, de base, il devait être remplaçant. Mais en fait, il était tellement bon sur ses 4 premiers matchs que... Et à l'entraînement.
et à l'entraînement aussi évidemment, que Pop s'est dit en fait faut le faire mettre starter. Il a fait un baptême du feu, il a dit ah ouais tu veux montrer que tu sais jouer, viens on te met sur le terrain, hein. T'es bon tu vas rester, t'es mauvais tu joueras plus jamais. Et bizarrement il a répondu présent. Ouais, le baptême du feu a plutôt bien marché. Tony Parker est quand même le genre de mec qui répond présent généralement. Ouais, il éteint des incendies, c'est un pompier. Ouais. En 2002, donc plus tard dans cette saison, les Spurs passent, j'ai envie de dire, un exploit de Derek Fisher de remporter le titre. Un mec à la table de marque qui s'endort. Et la règle de la NBA, c'est la Fisher 0-4. Oui. Donc, non, alors attends, c'est après ça que c'est 0-4. C'est pas avant, c'est après. Oui, c'est après. En gros, c'est le fameux truc de... ça fait un tollé énorme et la NBA dit bon, désormais, en dessous de 0-4, on considère que t'as pas le temps de prendre un tir. Ouais. Pour ceux qui savent pas, il reste 0,4 secondes dans le temps dans le match. Temps réglementaire, égalité. Je crois que les Lakers perdent même. Hein. Je crois qu'ils les Lakers perdent. Ouais, peut-être que les Lakers perdent effectivement. Remise en jeu sur le côté. Remise en jeu sur le côté. Derek Fisher reçoit la balle et envoie un Ave Maria. En moins de 0,4 secondes du coup. Une seconde de réel. Et du coup, les Lakers passent de mémoire. Il reste un match derrière, mais que du coup, les Lakers gagnent. Ah, c'est possible, ça, je sais pas. De mémoire, c'était ils mènent 3-2 ou ça leur permet de revenir à 3-3 après ce match-là. Et ils gagnent le match d'après pour se qualifier et aller en finale, quoi. Et tabasser les Nets. Est-ce qu'on... Petit complot de la NBA encore? C'est un autre sujet. Ce sera une autre discussion. Ouais. Mais bon, j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien. La saison d'après, 2002-2003, ça y est, c'est la bonne. Ça y est, déjà, ça fait seulement 2 ans qu'il est en NBA. Et les Spurs c'est lors de sa troisième saison. Parker non, c'est sa deuxième, il est drafté en 2001. Alors il est sophomore. Il est sophomore champion NBA. Donc voilà, cette équipe des Spurs qui tabasse les Nets de Jason Kidd en finale. Je crois que c'est la finale où il y a eu la moins regardée de l'histoire de la NBA, ouais. Ouais, mais je crois que c'est aussi celle où il y a eu le moins de points scorés, il me semble. 7 matchs, un seul des 7 qui passe au-dessus de la barre des 100 points. Ouais, voilà, c'est ça. Et genre, c'est pas les deux équipes passent au-dessus de la barre des 100 points. Il y a une équipe et genre elle a mis 102 points. Ça défendait un peu à cette époque-là. Oh, à peine. Parce que le style de jeu des Spurs à l'époque, c'est pas des passes, c'est Tim Duncan poste bas, grosse défense. Ouais. Et du coup, Tim Duncan MVP des finales et surprenant. Tony Parker devient le tout premier champion NBA français. Putain. Cocorico, mon pote, ça c'est beau. Ça c'est pas une destinée. Donc en fait, il est champion NBA avant même que son pote soit drafté. Ouais, parce que c'est en 2003 du coup, c'est cet été-là que Boris se présente à la draft. Et ouais. Ça a tellement aidé Boris, t'as raison. T'as des scouts qui ont dû être en slip quand ils ont vu ça. Quoi, on peut drafter un Français, il peut être bon. Surtout que Tony faisait un lobbying de ouf auprès de Pop et de R.C. Buford pour faire venir pour que les Spurs draftent Boris Dio. Oh le monstre. Oh le Stromon. Non mais prenez-le, vous inquiétez pas, il sait jouer au basket. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une anecdote que j'ai entendue où c'était alors du coup ça devait être 2001, le Noël de 2001, la première saison de Parker en NBA. Donc ça fait 2 mois il est dans la ligue. Ouais, Boris Dio est du coup invité par Parker pour fêter Noël chez lui à San Antonio, tu vois. Oh la classe. Et du coup, Boris y va, il y a Pop aussi qui est là pour Noël, tu vois. Putain, stylé. Ouais, donc là, ils discutent, tout se passe bien, bonne ambiance, machin, c'est cool. Et à un moment, t'as Parker et Popovich qui se barrent. Et au bout d'un moment, Dio, il est là. Putain, je sais pas ce qu'ils font, quoi. Ils sont partis où? Ils sont partis discuter technique. Tu crois pas si bien dire. Ah ouais, vraiment à un moment, Dio se lève, il va les chercher et il les trouve dans une pièce à part en train de faire
séance d'analyse vidéo du dernier match, mon pote, t'as Pop qui était là. Mais regarde là, t'aurais dû prendre le tir. Qu'est-ce que tu fais là? Mais Greg, c'est Noël. Mais les deux étaient chauds, tu vois. Et genre, c'est là que Boris raconte, c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que, ah ouais, ça va. Mon pote, il est entre de bonnes mains. Légèrement, parce quand que le là, mec à Noël. En début de soirée, on rigolait tous ensemble, c'était très cool. Et là, d'un seul coup, petite séance vidéo, putain, les mecs sont des professionnels de ouf. Et c'est sûr, il va tout péter, quoi. Il est dans trop bonne main pour que ça marche pas, quoi. Entre la dinde et le dessert. Petite séance vidéo, là. Dites-le là, 2 heures, facile. Verre de rouge à la main, ça. Bam. Oh, ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, revenons à la draft. Du coup, à cette époque-là, Boris Dio est en France, il n'a pas pu faire le déplacement à New York. Et autant me dire qu'à l'époque, pour suivre la draft, c'était pas simple quand t'es en France, hein. Internet, c'était pas... Ouais, puis même, c'était pas compliqué. C'est ce que j'allais dire, ouais. Est-ce qu'il y a même un journal qu'on a parlé le lendemain, quoi? Peut-être l'équipe. Ouais, encore. Parce qu'on avait un français, tu vois, mais voilà, ouais, bref. peut-être, à voir. Du coup, Boris Dio est au téléphone avec Parker, qui lui est aux États-Unis en train de suivre la draft en direct, quoi. Logique. Et en gros, du coup, c'est Parker qui lui annonce Intel, ils ont drafté machin, tu vois. Ouais, et en gros, à chaque fois que le nom de Boris sortait pas, Parker il était trop content parce que ça voulait dire que ils allaient peut-être l'avoir, quoi. En gros, le deal c'était si Dio il est disponible au moment du pic des Spurs, ils le prennent, tu vois. Donc à chaque fois que l'équipe qui choisissait passait sur Dio, il était là, oh yes, on va peut-être l'avoir et tout. Tu m'étonnes, il va être comme un ouf de jouer avec son pote. Et au moment du 21e choix, les Hawks sélectionnent Boris Dio. Et à ce moment-là, du coup, t'as Boris Dio qui raconte que toi, à ce moment-là, on est au téléphone et tu me dis ah putain, les Hawks, ils t'ont choisi. Alors que pour Dio, c'était le plus beau jour de son vie. Tu m'étonnes. J'ai trouvé l'anecdote trop marrante. L'anecdote, elle est incroyable. Genre, il y en a qui est dépité. Il dit, mais frère, c'est le plus beau jour de ma vie. Donc, Boris Dio arrive en NBA. Il arrive à Atlanta. Bon, il a quand même un peu moins de chance que Parker au moment de sa draft. Atlanta à l'époque, c'est compliqué, non? C'est pas fou. Il même pas de donner un joueur de l'équipe, je pense. Il passera seulement 2 saisons du coup là-bas avant de demander son transfert. Il s'entendait pas avec son coach. Ah oui, je savais qu'il avait demandé son transfert. Je pensais qu'il avait, je savais qu'il avait été tradé, mais je pensais pas que c'était lui qui avait expressément fait la demande. Il en avait fait la demande. Il atterrit donc à Phoenix dans l'Arizona. Tu sais contre qui il a été tradé? Vite fait là. Alors attends, je pensais qu'il passait par les Bobcats avant d'aller à Phoenix, mais j'ai dû me mourir. Non, c'est l'inverse, c'est après. Ok, d'accord, c'est après. Contre qui il est tradé? Il est pas tradé contre... Attends, Atlanta, il est tradé en 2005 En 2000... Ouais, 2005, 2006, ouais, 2005 Ouais, 2005. Il est tradé. Pas tradé contre Joe Johnson ou Joe Johnson? Joe Johnson, il est tradé contre Joe Johnson. J'étais Joe Johnson ou Josh Smith, mais Josh Smith c'est plus tard. Ouais, non, il tradé contre Joe Johnson. Donc après 2 premières saisons où il jouait, tu vois, ça se passait pas trop mal, mais il s'entendait pas avec son coach. Là, ça y est, j'imagine qu'au niveau basket, ça a rarement été un souci pour Dio. Oui, on est sur un mec qui a un peu de talent. Et un peu de QI. Boris Dio aussi. Boris Dio arrive du coup chez les Suns et là il s'épanouit de ouf. Évidemment qu'il se plaît de ouf. Chez les Suns de cette équipe-là, coaché par D'Antoni, a joué avec Nash, a joué avec Stoudemire ou Sean Marion. L'équipe de porc qu'ils avaient. Ils avaient une putain d'équipe, l'une des meilleures de la ligue. Dans cette période-là, du coup, le 31 janvier 2006, c'est sa première saison avec les Suns. Il devient le premier Français à réaliser un triple-double en NBA. Le 31 janvier 2006, 14 points, 13 passes décisives et 11 rebonds. Contre un gros triple-double en vrai. Les Sixers, exactement. À la fin de la saison 2006, donc il tourne à j'ai pu noter les stats, mais en gros c'est genre 18-5-5 quoi. Donc 18 points, 5 rebonds, 5 passes. Et il est
élu meilleure progression de l'année. Il est le Most Most Improved Player Improved de 2006. Player. C'est un peu la consécration individuelle C'est à ce le moment-là. premier Français à recevoir un trophée individuel. Ouais. Parce que Parker, Ouais, il hein. reçoit rien avant, et Tariq Abdul-Wahad, il reçoit rien non plus. Ouais. Et Putain. après, il y aura Noah et Gobert, mais... Ouais, c'est ça, c'est que je eh me dis bien, qu'après, il faudra attendre. ouais. Ouais, mais putain, la classe, monsieur Dio. Ouais, la classe de ouf. Excusez-moi. Ouais, il croisera en plus à cette époque-là pas mal de fois quand même son pote Tony en playoff, hein, parce qu'à cette Bah époque-là, oui, hein. du milieu des années 2000, Suns et Spurs, ils étaient souvent en haut des classements de la conférence. Deux, trois affrontements. Ouais, quelques-uns. Deux, trois coups de coude contre la table de marque. Ouais, j'allais y venir. Ah, pardon, vas-y. Bon, t'inquiète. Ouais, Je te déroule le tapis justement, rouge. Je voulais en placer une petite pour... alors, c'est 2007. C'est les finales de conférence. C'est ça. Monsieur Boris Dio et c'est Stoudemire. Ouais, c'est Stu il me et Boris. Stu et Boris se font suspendre pour le match 5 ou 6, je sais plus. Enfin, Pour bref. le match 6. En gros, ouais, pour le dernier ça match. arrive en au plus Game de la 5 et série, c'est du pour le coup. match 6. Ouais. Pendant ce match 5, Steve Nash remonte la balle. Donc, je crois qu'on est milieu du 3e quart-temps, non? Un truc comme ça? Ouais, je sais plus exactement, mais en gros. On est en deuxième Et mi-temps, je crois. il remonte la balle, il est le long de la ligne de touche, à côté de la table de marque. Et là, il se prend un Robert Horry dans la gueule. Oh, il se prend un stack, finalement, pour ceux qui suivent la NFL en ce moment. Ouais, il y a ça. Un en bon gros stack. Un bon gros coup d'épaule. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas forcément, je rappelle que Robert Horry, c'est genre 2m5 et je sais pas combien de kilos. De faire ses 105-110 kilos, ouais. Facile. Et Steve Nash, c'est genre 1m85 et allez, 80 kilos, quoi. Ouais, grand maximum. Donc, hein, il est squelettique, Nash. Hein. Enfin, il est maigre. Ouais, voilà. Squelettique, mais il est maigre. Ouais. Autant dire que Steve Nash vole. Ben, voilà, Hein, il atterrit dans l'état voisin. Exactement. Vers l'infini et d'autres cieux, comme dirait... Exactement. Une fois de plus, Steve Nash s'envole vers d'autres cieux, voilà, c'était ça plutôt. Ah oui, Et, putain, j'avais pas la ref. Ouais, j'ai fait un mélange de Buzz l'éclair et de la Team Rocket, ça C'est pas grave. pas bien marché. Et du coup, Boris Dio et Stoudemire veulent en découdre, quoi. Ils étaient sur le banc à ce moment-là, ils se lèvent, ils veulent défendre leurs potes, sauf que à ce moment-là, on n'est pas très longtemps après le fameux incident de Malice at the Palace, où il y avait eu une bagarre générale entre fans, joueurs, coachs... où Ron Artest, c'est Ron Artest, il y a... Et Stephen Jackson. Stephen Jackson, et il n'y a pas Jermaine O'Neal aussi qui est dans cette équipe? De mémoire, Jermaine O'Neal ne va pas dans les tribunes. Ouais, mais c'est comme Stephen Jackson et Ron Artest Artest qui vont. Ouais. Mais alors, il y a eu surtout cet événement-là, je crois que c'était 1 ou 2 ans avant. Donc du coup, la NBA Malice at avait mis the des Palace, règles. ouais, c'est 2004 ou 2005. Ouais. Donc du coup, la NBA avait instauré des règles de maintenant, si ça se tape et qu'il y a un mec qui sort du banc, il est suspendu direct. Alors là, surtout, faut savoir que vraiment, allez regarder les images, hein, mais Dio et Stud, ils ne font vraiment que se lever. C'est-à-dire que même pas ils vont vers l'incident. Hein. Genre, ils se lèvent, la NBA fait suspendu. Ouais. Tu joues plus. C'est la loi. C'était David Stern, le commissionneur shérif. Ça rigolait pas avec David. Ah bah fallait que ça file droit, hein. Sinon ça file. Tu dégages. Ouais. Du coup, les Spurs l'emportent sur le match 6 du coup. Ouais. Et ils vont en finale en 2007. Et alors là, contre les finales de LeBron 2007, James. Spurs Cavaliers 4-0 la finale est un alors, sweep. c'est pas Spurs Cavaliers, hein, tu t'es trompé, c'est Spurs contre LeBron James et 4 plots. Coaché par Coaché par un plot. Coaché par un plot. Non, il fait du bon taf aux Kings maintenant. Ouais, bref. oui, c'est vrai. Mais il a mis Mais du c'est temps vrai quand même. Ouais, voilà, à l'époque c'était pas fifou. Il lui a fallu Bref. 17 ans quoi. Ouais, mais tout vient à point, qui sait attendre. Exactement. Bref, on est en 2007, donc là, les Spurs sont champions une fois de plus. C'est leur 3e titre en 6 ans, puisqu'ils ils gagnent 2003, 2005, 2007. C'est la 3e bague de Tony Parker. Putain. Tony Parker est MVP des finales. Exactement. On a un mec qui reçoit le trophée de MVP des finales, le Bill Russell Trophy. Finalement, le trophée suprême quasiment. Hein. Le trophée individuel suprême du basketteur, il le reçoit trophée avec du le drapeau gagnant ultime. français, le drapeau français autour de la taille.
C'est vrai que elle est incroyable, cette image. Cette image, elle est folle. Et cette époque-là. On met du temps avant de le revoir. Victor, on espère que tu seras le prochain, mais... Ouais, on croise les doigts très très fort. Putain, franchement. À cette époque-là, 2007, Tony Parker, il est au sommet de sa gloire. Bah, il est même première option des Spurs quasiment à ce moment-là. Parce que Duncan commence à vieillir, le jeu commence beaucoup à passer par lui. Ouais, c'est ça. Donc il y a ça. Il est MVP des finales. Il vient d'être élu... Il vient d'être All-Star pour la deuxième fois de sa carrière, la deuxième fois de suite. Putain, la classe. Bon, bah, côté collectif, les Spurs, voilà, ils sont toujours... ils sont au pinacle, hein. Ils sont au pinacle, ils gagnent tous les 2 ans. Il joue son meilleur basket. Il a une hype de fou. Il est marié avec Eva Longoria, qui est une star planétaire à ce moment-là. Qui est en plein Desperate Housewives. Ouais, c'est ce que j'allais dire avec la série Desperate Housewives. Il a le non, pas le n'importe quoi. Il a le Coe Burger. Non, j'ai confondu. On lui fait livrer le Coe Burger. Le Tony Burger chez Quick. Exactement, il sort un album de rap. J'allais le dire. Oh, je d'ailleurs. Est-ce que j'ai le droit de dire extrait? Est-ce que tu penses que t'es prêt, baby? Ça fait boum boum dans le club, baby. Donc voilà, cette magnifique extrait musical qu'on vient d'entendre prouve que des fois, faut rester dans son domaine, mais c'est pas grave. C'est Tony, on l'aime, on lui pardonne. Non, pas ça, moi je pardonne pas ça. Oh, mais t'es trop dur. Non, j'ai trop de respect pour la musique surtout. Mais il voulait juste s'amuser, il le dit même en interview, il voulait faire ça, qu'il regrette absolument pas, même si bon... Il peut s'amuser, je dis pas le contraire, mais il est pas obligé de le diffuser. Bref, c'est un autre débat. Ça rentre dans l'épisode des passions qui est sorti la semaine dernière, si je ne m'abuse. Exactement. Magnifique. Bref, revenons au jeu. Revenons au jeu. Allez, le bug. On est en 2008 à ce moment-là, donc la saison vraiment juste après, pour montrer que voilà sa streak de gloire et de son niveau de basket fou continue encore après. Ça continue. Il réussit même l'exploit de planter 55 points. Le tout accompagné de 12 passes décisives et de 7 rebonds, s'il vous plaît. Sympa. En double overtime, je crois. En double overtime, exactement, contre les Minnesota Timberwolves. Pour te donner un comparatif, on n'avait pas vu un joueur faire 55 points, 10 passes D et minimum 5 rebonds depuis Oscar Robertson en 1964. Ah ouais? Ouais. Oh purée, ah ouais, vrai stat là. Ouais. Stat ESPN, ça. Et la dernière fois, sinon, qu'on avait vu un joueur faire 55 points 10 passes D, c'était Michael Jordan. Donc, bah écoute, sympa la table, hein. Oscar Robertson, Michael Jordan, Tony Parker, ça claque. Ça claque légèrement. Ça claque légèrement. Tony Parker est évidemment un nouveau All-Star en 2008. Donc voilà, il est toujours sur cette série de greatness. Il est sur une lancée là, le frérot, direction la Lune. On le ratera, évidemment. Pendant ce temps-là, revenons à notre ami Boris. Boris qui à cette époque-là était toujours chez les Suns, qui ont changé de coach entre-temps pendant la saison... avant la saison 2007-2008, il me semble que c'est ça. Les nouveaux coachs qui est... J'ai oublié son nom, c'est pas grave, je crois que c'est Porter, il me semble. Peut-être, je sais pas du tout, je suis nul en coach, donc... Bref, nouveau coach chez les Suns, qui s'entend pas du tout avec Boris Dio, qui s'entend pas du tout. Non, c'est pas qu'il s'entend pas avec Boris Dio. C'est qu'il l'utilise pas, Boris, surtout. C'est que voilà, il sait pas trop comment utiliser Boris Dio. Et du coup, Boris Dio va se faire transférer pendant cette saison-là, à peu près à la mi-saison. Mi-saison, je crois, quelque chose comme ça, vers décembre, un truc comme ça, décembre-janvier. Ouais, il se fait transférer chez les Charlotte Bobcats, en compagnie de monsieur Rajabel,
encore Oh un oui, Kobe putain, il y a stopper. Rajabel aussi dans cette... Il se fera transférer contre Jared Dudley et Jason Richardson. Euh, J'ai une petite anecdote sur ce transfert. Raconte. Encore, je reviens sur le fameux podcast de Parker avec Dio. Ouais. Boris Dio raconte à ce moment-là que au moment où il apprend qu'il se fait transférer, Mhm. genre 6 mois avant, il venait de s'acheter une maison à Phoenix Oh, le seum. et que ça faisait une semaine qu'il y habitait, quoi, qu'il avait emménagé. Avant ça, Oh, il avait fait plein de travaux et tout. Il emménage. Il Une s'emménage semaine directement. une semaine après, il est transféré. Putain, la cave à vin flambant neuf qui a même pas pu servir. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Du coup, Ah, la dure loi de la NBA. Ah bah c'est puis quand t'es transféré en NBA, on te demande pas ton avis. Hein. C'est bah tiens, non. Ceux qui viennent du tu foot, dois- hein, ici, c'est pas... non, Ouais. j'ai pas envie d'y aller. Hein. Non, c'est tu y vas et tu la fermes, Ici surtout. c'est tu fermes ta gueule, t'as 48 heures pour déménager à l'autre bout du pays. Oh, t'as même pas 48 heures. Hein. Batou me racontait que quand il a pris son transfert, il a eu littéralement 14 heures hein, avant de devoir quitter Los Angeles. C'est Ouais. vraiment pire qu'une exclusion de territoire. J'avoue, une OQTF quoi. Pas vraiment. Bref, les 2 premières saisons de Boris Dio avec Charlotte sont plutôt bonnes sous les ordres de monsieur Larry Brown, un grand coach. Larry Brown. En 2009, les Bobcats arrivent même en playoff pour la première fois de leur histoire. Ah ouais? Ah, je savais pas ça, tu vois. Ouais. Ils font, de mémoire, 44 victoires sur la saison 2009. C'est qui cette équipe-là? Il y a qui dans cette équipe? Hormis Boris et Raja. C'est l'équipe de Ben oui. Gordon? C'est l'équipe de Richard. Ah, attends. Gerald. C'est Gerald Wallace. Gerald je crois. Anderson? Non? Non, Gerald Wallace. Gerald Wallace, C'est ok. c'est l'équipe de Emeka Okafor. Enfin, Ah ces oui, gars-là, ok, c'est bon, je revois cette Voilà. équipe. Ouais. Du coup, 2009, ils sont 8ème et ils se font taper par le Orlando Magic de Dwight Howard 4-0 au premier tour. Allez, Mais rentre à la première maison. Voilà, c'est sa première participation en playoff. Bravo, C'est déjà petit ça. nouveau, vous l'avez fait, Bravo les c'est déjà Bobcats. ça. Ouais. Jordan devait être malheureux- content. Jordan devait être très content, il devrait être moins content à la saison d'après. Cette belle page va vite se tourner parce que au début de la saison 2010, Larry Brown démissionne à cause des mauvais résultats en début de saison de son équipe. Ok. Il sera remplacé par Paul Silas. Oh là Et là. Paul Silas, en plus d'être incompétent, ne s'entend mais pas du tout avec Boris. Oh, la balle à Paul Euh, Silas. En même temps, frère. Non, mais c'est vrai, hein. Il a pas entraîné les Rockets récemment. C'était pas lui le coach des Rockets il y a quelques années, non? Quand c'était vraiment dans le deep là après Harden, non? Ouais, ça me dit un truc. Peut-être, je crois qu'il y a Bref. vraiment il est catastrophique, Paul Silas. Ouais, un mauvais coach. Il sait pas du tout comment utiliser Boris. Du coup, ça se passe pas très bien. Et en plus, alors je sais plus si c'est cette saison-là ou celle d'après, mais les Bobcats ont le pire record de toute C'est l'histoire cette de la NBA. saison-là, je crois. Ouais. On parle de la saison Ouais. 2010-2011. Il me semble que c'est l'année du lockout, je crois, ils font en 10. Ouais, et bah si c'est l'année du lockout, du coup c'est l'année 2011-2012. Ouais, c'est ça, Donc, ouais. c'est celle d'après. C'est celle d'après, C'est ouais, celle ils ont le d'après. pire bilan. Ils ont le pire bilan, c'est 10 victoires, je crois. Ou Non, c'est moins que ça, je crois que c'est genre 7 victoires pour Ouais, quelque chose comme 47 défaites ou 50 défaites quasiment. Il y ouais, a 50 matchs, Je crois que c'est- 59 matchs à la saison du lockout. Je me ouais. demande si c'est pas un 7-50. En gros, c'est moins de 10% je crois que Ouais. de win rate. C'est C'est terrible. peu. C'est très très C'est peu. terrible. donc voilà. Après avoir passé sur le fameux lockout de 2011 à Bordeaux, club Oui. duquel Monsieur Borisio était le président. Il a réalisé son voilà. rêve. Il a réalisé son rêve, il a joué avec D'ailleurs, Bordeaux. une très belle interview où il dit, où il parle de lui-même quand il s'est signé, à mourir de rire. Franchement, l'humour de Babac, Je un l'ai. régal. Tu l'as Je l'ai. Ouais, Ah, en le joueur gros, a été il- difficile en négociation. Ouais, c'est ça. En gros, il explique que c'était le président du club. Il dit ça a été une négociation dure. Le joueur voulait le maximum. Le président a dit non, ce sera le minimum. Et finalement, on a réussi à trouver un accord. Bonne Oh, la vanne. conversation de schizophrène. Bonne vanne, Boris. J'aime beaucoup. À mourir de rire. Bref, retour à Charlotte. Bon, toujours en froid avec Silas. Hein, on va pas. Oh, puis il on a va pris se des mentir. kilos à ce moment-là, Bobac, non?
à ce moment-là, Babac prend des kilos pour se stabiliser vraiment au poste 4. C'est son nouveau poste. Ouais, bon, puis même parce qu'il joue pas du tout, et je crois qu'il avait confié qu'il en avait plus grand-chose à foutre à ce moment de la NBA quasiment. Ouais, aussi. Il prend, je pense, facile une 10-15 de kilos, quoi. Et peut-être même plus. Il se met d'accord avec le management de Charlotte pour mettre fin à son contrat, alors qu'il lui restait encore un an de contrat, tu vois. Donc ça, on est d'accord qu'on parle de la saison 2012-2013. Non, 2011-2012. 2011-2012, ok. Ouais, là on est à l'intersaison 2012. Ok. Et on revient à Monsieur Parker qui a fait un lobbying de fou, encore une fois. Il est revenu voir Pop et il a fait tu te souviens ce qui s'est passé il y a 10 ans? Et ben voilà, exactement. Du coup, Boris Dio signe chez les Spurs pour. Je croyais qu'il signait l'année d'après, tu vois. Je pensais qu'il signait en 2013-2014, Dio. Non, il est là aussi en 2013. Hein. Ah, il est là en 2013, ok. Et ouais. Mes souvenirs me jouent des tours. Ça y est, enfin les deux potes de longue date qui se connaissent depuis les bandes d'INSEP depuis qu'ils ont 15 ans. Oh, ils ont dû faire une teuf pour célébrer ça. Ils ont dû s'ouvrir un château d'Ikem. Enfin jouer ensemble. Ouais. Boris, évidemment, on parle de Boris Dio, l'un des plus gros QI basket. Même outre-Atlantique, hein, les Américains ont été choqués du personnage. Hein. Ah bah ouais, qui évidemment qu'un mec comme ça, il va s'intégrer parfaitement et très facilement dans le jeu collectif de Pop. Oh oui. En vrai, pour petite comparaison comme ça que je me permets, pour ceux qui sont plus jeunes et qui n'ont pas eu l'occasion de voir jouer Boris, ça fait vraiment... il a vraiment, je trouve, un style de jeu qui est très similaire à celui qu'a Nikola Jokic actuellement. Ouais. Genre, juste le bon play. En fait, j'en ai rien à foutre de faire des stats, c'est le bon play et rien d'autre. Exactement. 2013, du coup, première saison, fin de la première saison chez les Spurs. Bon, ils arrivent en finale contre le Heat. On la connaît. On connaît le dénouement. Rebound Bosch, back out to Allen. It's the Briner. Bang. Putain, Mike Breen. Quel homme. Il aura son podcast un jour. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Un jour, on fera un podcast sur les commentateurs. Oh oui, et sur lui en particulier. Monsieur Cosette et Monsieur Eddy aussi en France. On pourrait, carrément. Ouais. Bref, c'est un autre sujet. Fin de teasing, exactement. Donc voilà, 2013, dénouement malheureux malheureusement pour les Spurs. Leur seule défaite en finale, c'est un peu la seule ombre au tableau que j'ai envie de dire dans la dynastie. C'est vrai que c'est la seule fois où ils perdent en finale, putain. C'est la seule fois où ils perdent en finale. Le fan de LeBron que j'étais était si heureux. Ouais. Le hater de LeBron que j'étais à l'époque était si dégoûté. Moi j'étais vraiment... j'étais trop refait. Je commence à suivre le basket, mon genre préféré qui gagne un titre. Allez. Et du coup, voilà, donc dénouement terrible pour les Spurs. Mais bon, j'ai envie de dire, ils sont tombés au fond de la piscine, mais c'était pour mieux remonter. Exactement. Parce que 2014, mec. 2014. Le Beautiful Game. C'est le paroxysme du basket. C'est du jeu collectif. De ce que la NBA, de ce que le style de jeu à l'américaine et à la mode NBA te permet d'atteindre. Ouais, c'est ça, le pinacle du sport, c'était, mais... Cette équipe-là, c'est tellement kiffant à regarder jouer que... Et tu vois, pareil, petite comparaison, et je crois qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, il est assistant dans cette équipe-là, mais les Nuggets ont une forme de Beautiful Game. Et il me semble que Malone, à l'époque, je dis pas de bêtises, il est assistant de Pop. Ouais, mais il y a beaucoup de coachs NBA qui sont passés par Pop. Oui, bon, on va pas commencer à tous les faire, parce que sinon on est là pendant encore 8 jours, mais c'était juste pour ce petit parallèle, comme j'ai fait Jokic et Dio. Ouais, ça se tient encore. Hein. L'héritage de cette équipe-là, il est incroyable. L'une des plus belles équipes de l'histoire de la NBA. Mais l'un des plus beaux jeux. Il y avait jeune Danny Green qui t'envoyait des filoches à 3 points de l'espace en te prenant le meilleur extérieur adverse en défense. Jeune Kawhi. Vieux Tim Duncan qui était un tour de contrôle en défense. Il allait pas vite, mais il était si fort. À exploser. T'avais vieillissant Tony Parker et Manu Ginobili qui étaient monstrueux. Ouais, Gino est incroyable. Alors qu'il a fait des finales de merde l'année d'avant. Et tu sens qu'il a à cœur de se rattraper. Il est fantastique sur toute la saison.
On se souvient de, Il y évidemment, a de Matt, Boris Dio. il y a Matt Il y Bonner. a, il y a Matt Bonner pour mettre Chez des coups de savate quand il faut. T'as il y a... le Non, grand steak attends, non, Thiago non. Splitter. Oui, c'est Thiago Splitter auquel je cherchais. Mm. Qui Et mange t'as- v'là le contre du futur par LeBron. Ah oui. Et puis, t'as aussi Patty Mills. Ouais, t'as Patty Monsieur Mills. Patty Mills. T'as Enfin, pas quelle Corey équipe de Joseph fou. déjà à l'époque? C'est pas impossible qu'il y ait déjà Corey Joseph aussi. Peut-être qu'il y ait Il me déjà semble Corey que Joe. oui, aussi. Je suis en Enfin train de bref, faire on va pas Et tous il y les a- faire. Mais c'est ce qu'on vient de faire, c'est pas grave. Ouais, et l'année d'avant, il y avait Tracy McGrady dans l'effectif. Ouais. Oui, oui, oui. Il y avait Nando aussi. Oui, allez, on arrête. Non, Sinon, non, on va pas s'en sortir. Bref. Donc voilà, ça y est, ils l'ont fait. Ils sont champions ensemble. Oh, Quel, ils ont massacré le hit. Hein. Ils ont massacré le hit. Ils gagnent 4-1 de mémoire. Ouais, 4-1. Finale de Ça fait ouf. Boris Dio est en mission défensive sur, excusez-moi du peu, LeBron James. Ouais, c'est vrai, putain, qu'il Et, est sur LeBron. Et il est, en vrai, et la le- pièce centrale du jeu, Carrément. moi, je trouve. C'est lui, en attaque, comme au Jokic aujourd'hui, hein. Eh, vas-y, mets-toi en haut des lancers francs, là, et oriente le jeu. Parce que Ouais, t'as l'air c'est d'être ça. pas mauvais dans la compréhension. Tony Parker est toujours aussi fort. Toujours Tony P. J'allais dire, on se souvient au match 1 quand il tombe 3 fois, qu'il perd le ballon 2 fois et qu'il marque derrière. Ah mais ouais. C'était les finales d'avant. Alors qu'il est c'était défendu 2013, par ça. LeBron. C'était 2013, ça, il me semble. J'ai un doute. Enfin, Non, bref, oui, si, c'est avant, t'as raison, c'est 2013. Ce buzzer beater est incroyable, bref. Ouais, carrément. Après ce titre-là, qui, comme vous pouvez le voir, nous touche tous les deux. Bah, en vrai, Parce qu'on j'étais vient pas, d'en parler, j'étais pas fan des Spurs, mais juste le jeu qui était proposé, c'était trop beau. Ouais, C'était juste ouais, magnifique. moi, c'était il y pareil. avait rien d'autre à dire. Mm. Genre, tu pouvais ne pas être Ouais, fan de c'est l'équipe, genre, c'était juste le meilleur basket à gagner. Point. Bah ouais, logique. Bref, après ce titre-là, les deux continuent tranquille leur carrière en NBA avec Aux Spurs. l'âge avançant. Boris restera aux Spurs jusqu'en 2016. Ouais. As-tu il l'anecdote fera Vas-y. J'allais juste dire qu'il avait fait une petite saison avec le Jazz en 2016-2017. Ah ouais Ouais, Moi, je me rappelle plus qu'il a Tu fait te une saison souviens avec le Jazz. Ah, j'avais complètement Ouais, oublié il cette fait- saison avec le Jazz. une saison avec le Jazz en 2016-2017. Ah, donc il a joué avec Gobert aussi. Ouais, avant de, Putain, de mais revenir oui, en si, France. si, complètement. Avant de revenir en France et de jouer à Levallois pour une petite saison de pré-retraite. Voilà, il part À la la retraite cool. en 2018, exactement. Quant à Tony P, lui, il continue à jouer pour les Spurs jusqu'en 2018. Ouais. Il prendra sa retraite en 2019 après une saison passée dans le Les club de Hornets. son idole de toujours, chez Jordan. Il jouera pour les Ah, Hornets pendant un an. Avec Nick Batman. Oui, c'est vrai qu'il y avait Batum aussi. Bah oui, il y a Batum à cette Ah, c'est époque-là, encore c'est à son cette gros époque-là. contrat à Charlotte. Il y a aussi Kemba Walker, oui, il est en c'est backup vrai. de Kemba Walker. Ouais, c'est vrai. Donc voilà pour la carrière NBA. Mm. Maintenant, Franchement, de que belles seraient carrières. Tony et Boris sans l'équipe de France? Très bonne question. Et alors, juste Ils avant qu'on attaque étaient- l'équipe de France, tu l'as l'anecdote Oui, de ton la anecdote. clause du contrat de Boris? Ah putain, si ça me... Attends. Ça va pas me revenir, mais ça me Ok. dit quelque chose. Alors, Boris Dio, quand il a signé aux Spurs, comme il arrivait hors de forme, les Spurs ont fait signer une clause où, s'il restait en dessous d'un certain poids, eh ben, il avait plus 500 000 $ sur son contrat. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Voilà, je voulais juste la placer, ça m'a fait Oui. ça m'a toujours fait rire. Allez, parle-nous de l'équipe de France. Bref, on va parler de l'équipe de France, de combien de joueurs européens comme eux, là, en NBA, Ouais, revenaient tous les étés, mais tous, hein, pas pour des faire masses. des Hein. compètes avec l'équipe de France. Il n'y en a pas énormément, hein. Bah alors déjà, si tu prends les joueurs français qui Même, reviennent tous les étés, le seul qui l'a fait à peu près des niveaux similaires, il y a Fournier et Batum. Ouais. Mais Gobert c'était aussi, après, pas mal. quoi. Mais c'est après, Mm. ouais, c'est parce qu'ils ont mis Ouais. l'exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est parce que c'est les C'est, deux premiers aussi. Bah oui, c'est sûr. Mais même, tu vois, un Pau Gasol qui a fait à peu près pareil aussi avec l'Espagne, tu vois. Qui Ah, jouait mais en oui, NBA, carrément. donc c'était Gasol vraiment n'en le... revenait pas tout le temps. il est quand même beaucoup revenu, mais je crois Ouais, un peu moins que les après j'ai moins de autres. souvenirs de basket FIBA avant, on va dire 2015-2016, donc peut-être. Bref, les deux ont un palmarès avec l'équipe de France de zinzin. Ouais. Médaille d'or du coup en junior en 2000, Ouais. médaille de bronze au championnat d'Europe de 2005,
médaille d'argent à l'Euro de 2005, médaille d'or Putain. en 2013. Et Et on ajoute à ça la petite médaille de bronze à la Coupe du Monde de 2014 pour Boris Dio. ouais. Médaille d'argent et- en 2011 au championnat d'Europe. Oui, ouais, j'ai dit. Et, Ah, j'ai pas et entendu, médaille de bronze en 2015 aussi en France. Enfin, Ouais. voilà, beau petit palmarès il y a Et quelques sorti noms, en quand même, huitième de finale en 2016. hein. Ça fait encore mal. Ouais. Et en 2012, Ça je crois fait qu'il encore part mal. pareil en huitième ou en quart, un truc comme ça. 2012, c'est les JO, on perd en quart 2012, contre on les se fait Espagnols. sortir. Ouais, c'est les Espagnols? Je crois que c'était les États-Unis. Non, c'est les Espagnols, c'est le chabit Ah, de oh Nico oui. Batum sur Rudy C'est le Fernandez. pétage de plomb de Nico Batum. Ouais. Et bon, j'ai quand même envie de parler de 2013, comment ne pas Parle, évoquer vas-y. cet Euro. Premier tour, je crois, on perd un match de merde, genre d'ouverture contre les Allemands. Ouais, c'est possible. Ouais, c'était l'époque où il y avait encore les deux phases de poule. Et je crois qu'on repère un match au deuxième tour contre... Il me semble que c'est la Lettonie, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr de ce que j'avance. En tout cas, Peut-être, on je arrive en pourrais pas quart t'aider de pour finale. celle-ci. On arrive en quart de finale avec 2 défaites déjà, donc la confiance est pas top. C'est ça. L'Euro est en Slovénie, on joue en quart contre La la Slovénie. La fameuse Slovénie des frères Dragic, tout ça. Enfin, Putain, Goran et Zoran. ouais, Goran et Zoran Dragic, chez eux. Donc autant dire que on y revient encore une fois, mais l'ambiance dans les Balkans, ça y allait, hein. Oui, voilà. Mais Faut jeter 2-3 briquets. ça jetait 2-3 briquets, exactement. Mais voilà, enfin, on sait pas que les Français étaient juste meilleurs sur ce match-là, ils ont joué plus physique. Ouais, ils gagnent, font je crois, 10 points. un vrai match contre la Slovénie. Ouais. Et là, arrive la demi-finale. Arrive cette El putain famoso. de demi-finale contre les Espagnols. Ceux Oh, qui, nos nous ont, ennemis jurés. ceux qui nous ont battus en finale en 2011. Ouais. Ceux qui nous ont battus en 2012 au JO. Ceux qui nous ont battus je ne sais combien de fois Ceux pendant qui des nous années et empêchent des d'être années. heureux finalement. Mais oui. Mais oui. Mais bien oui, sûr. mais oui. Et première mi-temps, je crois qu'on perd de 15 points à la mi-temps. Ouais, La France c'est rentre ça. au vestiaire, on est à moins 15. Et on est nul, surtout dans le jeu. Genre, il y a le On moins est 15, mais nul à on est chier. nul dans le jeu. Il y a que Tony Parker qui est bon. Et Il il joue y a encore, tout il est seul. bon, mais il force quoi. Il est obligé de forcer, sinon, Il est- sinon en fait, vraiment, il est on est à obligé de moins forcer. 25. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, mesdames et messieurs, Ah. allez regarder cette vidéo du discours de Tony Parker dans le Oh. vestiaire à la mi-temps. Quel discours. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons Ah encore. ouais. Il expliquait, je crois qu'en plus sur cette Euro-là, t'avais les caméras de Canal qui le suivaient. Mais oui, Ouais, en plus, parce que- enfin, oui, c'est ça. C'est il pour faisait ça. un intérieur sport sur, C'est ça, sur cette équipe. Et il explique dans le documentaire que c'est le plus grand moment de ma carrière en équipe de France, quoi. Bien c'est, évidemment que c'est le plus grand moment de ta Réussir carrière, à mec. trouver les mots justes pour piquer les gars dans leur fierté, là. Mais en plus, ce moment est défini plus grand moment uniquement parce qu'il y a la réaction qui suit derrière. Sinon, on se serait foutu de la gueule de Parker. Bah, Genre, ouais. je veux dire, ça a posé Parker en tant que leader incontesté et incontestable de l'équipe de France. Je veux dire, Mais si oui, ça ne parce que- marche pas, si on va pas après, on peut vraiment poser la question de la qualité de leader de Parker. Parce qu'il y a des gens qui ont dit oui, mais regardez, il n'est Ouais. pas écouté, etc. Alors que là, bah, c'est électrochoc. Là, Ils nous prennent l'équipe pour de la France merde. revient. Ouais, ça se voit dans leur regard. Ils nous agressent, on peut pas remettre la balle en jeu. Pas un jeu. Mais Oh là et du là. coup, ça se voit le deuxième visage de l'équipe de France. La Incroyable, la France se réveille, réaction défense. d'orgueil. La défense sur ce match. Putain. Putain, mais le jour et la nuit, c'était, hein. mais des barbelés en la deuxième mi-temps. Et Et on tu vois que revient- les Espagnols sont choqués du niveau de jeu qu'on affiche en deuxième Ouais. mi-temps. Alors que Ils s'y les Espagnols attendent pas. jouent Ouais, et les Espagnols jouent encore très très bien à ce moment. Ah oui, non, en vraiment, deuxième hein, faut pas mi-temps. croire que les Espagnols se C'est font pas, fort, hein. c'est pas genre ils étaient là, les pieds en éventail, c'est fini, tranquille, on a Ah gagné. non, non, pas du tout, ils ont continué d'être sérieux. Ça joue. Je me souviens, mais de ce match que j'avais regardé avec mon père, je me souviens, mais les frissons rien que d'y repenser, c'était une dinguerie. Tu Et au m'étonnes. final, on va en prolongation. Ce Ouais. match de fou va en prolongation. Y a pas Et- des lancers à la fin du temps réglementaire? On n'a pas un mec sur la ligne? Ou je confonds non. avec. Je mélange avec un Non, autre tu souvenir? confonds avec 2015, je pense, et Ok. les 3 lancers ratés de Nico Batum. Ah oui, Ça fait possible. encore- Ça fait encore mal aussi. Bref. Pardon, excuse-moi. Euh,
Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, prolongation. Et en gros, je me souviens les Espagnols ont la balle pour la dernière défense. Ouais. Et t'as un espèce de main à main entre Rodriguez et Gasol. Et Gasol qui est défendu par Chiaudi. Ou Pietrus. Non, qui est défendu par Pietrus. Et je me refais des images dans la tête. Colle. Et tu le vois, il tourne, il sait pas ce qu'il fait. T'as Pietrus qui le harcèle, il t'envoie une espèce de vieux steak dégueulasse. Ah, vraiment. Et là, t'as le buzzer. Il a joué la qui défense sonne. de sa vie, frère. Et là, t'as David Cosette. Et la France est en finale. Je me souviens de ça aussi. L'image de l'explosion de joie de Parker avec De Colo et Dio et Antoine Dio qui viennent. On avait gagné la finale. Sautent dans les bras. Et après la finale. Oui, mais à ce moment-là, pour moi, c'est comme si on a gagné la finale. Oui, genre, oui. Ouais, mentalement, il y a un truc incroyable qui se crée entre tous ces joueurs. Exactement. C'est comme, tu vois, pour donner un exemple, c'est comme le but de Pavard à la Coupe du Monde 2018. Après, on pouvait pas perdre, quoi. Même le c'est but à de peu près la Titi, même chose. Oui, bah oui. C'est encore plus parlant parce que c'est en demi-finale, mais oui, c'est ce genre d'émotion-là. C'est ce genre de petit événement qui fait qu'après, le train est lancé, ça y est, tu peux plus perdre. Mentalement, c'est fini, là. Mentalement, l'équipe, elle a cliqué au complet et c'est terminé. Il y a une symbiose qui s'installe. Ouais, c'est ça. Quoi. Toute l'équipe est en symbiose. Ouais, c'est ça. Et en finale, on gagne de 15 points, je crois, contre la Lituanie. Ouais, c'est ça, contre Valence-Sunas, si je dis pas de bêtises. Le Valence-Sunas, je sais plus, mais moi je me souviens que t'as Linas Kleiza qui fait une finale, mais de porc. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais ouais, et même, c'est pendant la finale que t'as le fameux buzzer de Antoine Dio, quand il reste 0,9 secondes, là, qu'il est au milieu de terrain à la mi-temps. Oh putain, mais oui. Tu vois, ça caractérise vraiment le truc du flow, là, où on est dans la zone, il peut rien nous arriver. Du nuage sur lequel on était. Exactement. Genre, en vrai, c'est même pas le flow, c'est genre, tout est tombé correctement. À ce moment-là, à partir de cette demi-finale contre l'Espagne, à chaque fois qu'on lançait une pièce, elle tombait du côté qu'on voulait. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était incroyable. C'était le premier et le seul titre de l'équipe de France pour l'instant. Ah, le premier, c'est ça, ouais. Ouais, grâce à ces deux-là. Merci, messieurs. On vous remerciera jamais assez de nous avoir grâce à ces deux-là et aux autres, mais oui, mais gros travaux de ces deux-là. Mais voilà. Ces deux-là qui, du coup, comme on fait toutes les compétitions internationales avec la France, ces deux-là qui ont réussi à faire changer les mentalités en équipe de France. Dans leur... je reviens au podcast de Parker et de Boris. Boris Dio, il explique que, en gros, au début, quand ils ont commencé à jouer en équipe de France, donc au début des années 2000... Ah oui, tu veux parler de ça, ok. L'objectif que donnait la Fédé, c'était d'être présent juste dans toutes les compétitions. Genre de se qualifier pour les championnats d'Europe, de se qualifier pour les championnats du monde, de se qualifier pour les JO. C'était un manque le cruel seul d'ambition, but, tu vois. C'est ça. Et ces deux mecs-là ont changé la donne en disant « Mais non, on vient pour gagner. » Ah non, mais clairement. L'esprit Coubertin, c'est bien, mais voilà, mais on vient pour gagner. Ils ont clairement amené cette mentalité à l'américaine qui manquait au sport français et au basket. Exactement. Et maintenant, on voit encore leur héritage, que n'importe quelle compétition française, enfin n'importe quelle compétition internationale à laquelle la France participe, on vient avec pour objectif de gagner. Regardez la dernière compétition, hein. Voilà, on se fait sortir lamentablement en premier tour. Exactement, c'est vrai, il y a 30 ans, enfin il y a 20-25 ans en arrière, ça aurait été vous avez participé. Ouais, non, voilà, c'est déjà bien, bravo les gars. Non, on a chié dans la colle. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour Parker et Dio. J'avais envie de conclure tranquillement, pépère, avec mes petites anecdotes perso où j'ai pu voir ces deux monstres. Vas-y, raconte. La première fois, c'était du coup en 2011. Ok. On a dit tout à l'heure que Boris Dio était parti jouer à Bordeaux. Ouais. Mais monsieur Tony Parker était parti jouer à Lasvel. Oui, c'est vrai. Et à cette époque-là, j'avais été voir un fameux match de basket, enfin un match entre le Cholet Basket et Lasvel à la Meilleraie. Putain. Ah ouais, ça, stylé. Parker, voir jouer Tony Parker en vrai, putain, ça fait quelque chose. Ça c'est la classe. Je me souviens de mémoire, il met 20 points dans le match. Ouais. Mais putain, le voir jouer en vrai, ça fait bizarre. Tu m'étonnes, ça devait faire quelque chose. Ah, puis pour tout Français qu'on était à l'époque, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'était un peu ton idole, Parker. Enfin, ça faisait partie de... Bien sûr. T'avais forcément une attache.
Et en plus, je me souviens, au moment où on arrive devant la mairie, Ouais. donc évidemment c'était complet, donc t'imagines un peu le monde, On imagine on bien. arrive en même temps que le bus de Lasvel. Oh, c'est stylé ça. Et du coup, il passe genre devant nous. Oh là là. T'imagines la marée humaine quand Oh, tu mais... vois Tony Parker qui est à 3 mètres de Oh. toi. Ah, mais j'imagine bien, oui. C'était un moment incroyable. Tu m'étonnes. Après, ouais, c'était fou. Après, il y a eu 2015. En Ouais. 2015, les championnats d'Europe se disputent en Oui. France. Et à cette époque-là, avant les championnats, avant l'Euro, l'équipe de Ouais. France fait comme avant chaque compétition, ils sont en stage à Pau. Et moi, je savais pas ça. à ce moment-là, j'étais en vacances à côté de Pau. Uh-huh. Et il y avait un entraînement qui était ouvert au public. Stylé. Donc je me souviens très bien, on est dans je sais plus comment ça s'appelle, la salle de Pau Orthez. Et là, Ouais. t'as du coup toute l'équipe de France de l'Euro 2015 qui était en plus un peu la Dream Team, quoi. Ouais, t'as On avait Gobert. Parker, Dio, Gobert, De Colo, Fournier, il est là? Hurtel, Non, il est pas là. je crois pas qu'il y ait Fournier. Non, Fournier est Il y pas là, avait t'as raison. Aginsa, Pietrus, Cahudi, enfin... Ah ouais, une belle équipe, hein. Il y avait Mam Jeité, je me souviens. Oh, Et, putain, ouais. Et vu que c'était le petit nouveau, il avait fait son entraînement sans short. Quoi, Juste, en calbar? Non, il avait un cuissard quand même, mais Ah oui, ok. il avait pas de short parce que c'était le rookie, quoi. Très très rigolo, ça. Ouais, mais ouais, putain, voir ces gars-là s'entraîner. Ça devait Et être du coup, quelque tu vois, chose. c'était juste des petits matchs qui se faisaient, c'était incroyable. Oh, bah, Surtout en que je vrai, me sou- anecdote de fou furieux. C'était fou. Et surtout que je me souviens, au début de l'entraînement, t'as un mec qui parle au micro qui dit « Alors oui, s'il vous plaît, merci de garder le silence pendant l'entraînement et tout, machin. Ouais. Les gars sont là pour travailler et tout. » Donc Genre, l'entraînement devait durer genre 1h30 ou un truc comme ça. ouais. Pendant la première heure, c'est assez silencieux. Quand il y a une belle action, ça applaudit, il y a un petit Ouais, je vois bien. oh, tu vois. Ça Donc, c'est assez respecte, ça célèbre, mais ça respecte. Ça respecte, mais par contre, genre les dernières 20 minutes, une demi-heure, c'était n'importe quoi, c'était incroyable, ça gueulait C'était un partout dans cop. toute la salle. Mais un peu, c'était trop fou. Et en plus, je me souviens, ils faisaient des dédicaces après. Du Stylé. coup, j'avais eu les petits autographes. De mémoire, j'ai eu Batum de Colo, et Ok. l'Auvergne et Pietrus, et Flo Pietrus. Putain. Moi, j'avais pas pu avoir Tony Parker, c'était impossible. Ah, en même temps, tu m'étonnes d'y avoir 14 milliards de personnes autour. Mais ouais, ça, c'était incroyable. Et allez, Putain. petite dernière anecdote. Il Vas-y. y a maintenant 2 ans de ça, Ouais. déjà, j'étais en stage à la Fédération Française de Ah, mais Basketball. oui, c'est vrai, je la connais cette anecdote. Et donc, un jour, lambda, un lundi. déjà, ouais, à peu près, quoi. Je suis là sur mon bureau, je dois être certainement en train de remplir un tableau Excel chiant. Ou de ne rien faire comme tu sais bien faire. Bref. Je suis au bureau et genre, un moment, je tourne la tête parce que je vois quelqu'un, dans ma vision périphérique, je vois quelqu'un qui rentre dans l'open space et je vois un mec qui fait « Bonjour, ça va ?» et tout, et c'était Boris Dio. Stylé. Boris et poli. Boris qui passe dans le bureau nous dire bonjour et qui se casse. Trop Et j'étais stylé. là genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, pour le fan de C'est- basket que tu es, ça devait être irréel. Mais ouais, vraiment, j'étais là, genre j'ai tourné la tête, j'ai dit bonjour, et il est parti. Et j'étais là, genre je me suis retourné, j'ai regardé mes collègues, qui elle du coup a l'habitude de le voir parce que bah, c'est son boss, tu vois. C'est Oui, c'est j'imagine le général bien. manager. Bah elle était là, alors, et j'étais là. Ah, j'ai fait C'était dans mon Boris froc. Dio. J'étais perdu, je me souviens. C'était un moment bizarre, mais Ouais, j'étais, l'espèce putain, de mais attends, moment c'est posé dans le temps là. c'est le mec que je vois à la télé depuis que je suis gamin, qui était genre là à 2 mètres de moi. Le mec qui m'a C'est fait vrai. rêver toute mon enfance, il était genre là. J'aurais limite pu lui serrer Voilà. la main. Ouais, moment de ouf. Moment de ouf. J'ai Eh vu ben. Céline Dumer aussi, enfin bref. Sympa. T'as vu du monde. Voilà en gros pour mes petites anecdotes perso avec ces deux Avec deux ces gars-là. deux-là.
Ouais. C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir avec ces deux-là? Moi, j'ai pas d'anecdote comme toi, parce que je viens pas d'une famille basket et j'ai commencé. Enfin, moi, j'ai vécu mon basket plus au travers de la NBA et de la version américaine du basket que de la version française. Genre, je vais pas le cacher, je me suis mis tard. Genre, j'ai toujours pas commencé à suivre le basket français. Et encore, je suis de très loin, mais parce que je connais du monde qui travaille dedans et que donc voilà. Mais non, mes anecdotes, mes souvenirs perso avec eux. J'ai le souvenir d'avoir un agenda Tony Parker quand je devais être genre CM2. Et en vrai, c'est très con, mais je me souviens, genre, déjà à l'époque, alors que à l'époque, je suis très foot, genre, trouver vraiment que Parker dégageait quelque chose parce que c'était pas n'importe quel français. Genre, c'était pas le français. Je veux dire, à l'époque, comme je dis, j'étais fan de foot. Et j'étais fan de certains footballeurs français, tu vois, mais il y avait effectivement, comme tu disais, ce côté loose à la française. Parker avait déjà ce truc. Finalement. Ouais, c'est ça. Genre, Parker avait déjà ce truc d'être, même quand j'étais gamin, alors que j'y connaissais rien au basket, par l'image qu'il renvoyait, d'être genre ce. Ouais, je sais pas, ce mec classe, américanisé, qui te fait rêver, t'as envie d'être un peu comme lui, même si tu connais pas grand chose au sport, etc. Et je pense que ça a été un des trucs qui m'a marqué. Après, l'autre souvenir avec Boris Dio, je pense que je l'ai découvert trop tard, mais quand j'ai commencé à vraiment me dire Boris Dio, pourquoi est-ce qu'on considère qu'il est aussi fort et à aller regarder des vidéos et tout, genre je me suis rendu compte que en fait au basket, pour être bon, fallait absolument pas être ni le meilleur dribbleur, ni le meilleur shooter, ni quoi que ce soit. Fallait juste être intelligent. Ouais. Et c'est un truc qui m'a... Enfin, je pense qui m'a fait évoluer dans ma manière de voir le jeu et de comprendre le jeu et de vouloir y jouer aussi. C'est de se dire, en fait, t'as pas besoin d'être excellent partout, t'as juste besoin de savoir jouer au jeu. Parce que c'est ça. Dio, c'est pas une critique du tout, hein, mais Dio... Je pense que c'est un joueur qui est excellent nulle part réellement. Bien évidemment que c'est un excellent joueur, il est en NBA, c'est pas ce que je dis. Oui. Mais il est excellent nulle part, il est élite nulle part. Sauf en termes d'intelligence de jeu, où je pense qu'au moment où il est en NBA, c'est un des rares mecs qui peut regarder LeBron James et autres dans les yeux et dire j'ai la même intelligence de jeu que vous. Oui, je vois et je comprends aussi bien le jeu que vous. Bah, ça se voit que son joueur préféré de tous les temps, c'est Magic. Hein. Ouais, c'est ça, mais même... Ça se sent. Hein. C'est ça, et ouais, non, je pense que c'est des mecs sur qui on met un peu moins de... Enfin, en tout cas, Dio, je pense qu'il a moins de respect par certains fans français qui, comme moi, n'ont pas grandi par le basket français, le basket FIBA, mais plus par le basket NBA qu'il en devrait. Et honnêtement, c'est assez drôle parce que je trouve que l'après-carrière du joueur reflète assez bien ce qu'il est aussi sur le terrain et ce qu'il a toujours laissé transparaître. Genre, comme dans son jeu, dans la vie, ça a l'air d'être un individu simple. Ouais. Et ouais, c'est un truc... En vrai, c'est... D'un certain côté, c'est une certaine inspiration Dio sur cette simplicité, justement. Être bon dans sa simplicité. Ouais, c'est ça. Il est toujours aujourd'hui, du coup, il est GM de l'équipe de France. C'est ça. De ce qu'il disait, lui, c'était... il avait envie peut-être de servir d'exemple, tu vois, en tout cas d'essayer d'inspirer les plus jeunes qui arrivent en équipe de France, tu vois. Ouais, puis il a tout pour. De les guider, de les aider, de parler de son expérience et tout. Moi, il a repris une licence. J'aime bien... Ouais, j'aime bien l'idée, en tout cas, par exemple, d'un Wembanyama sous l'aile de Boris Dio, tu vois, je trouve ça cool. Ah bah, ouais, clairement. Après, je pense que c'est des mentalités différentes, mais oui, bien évidemment. Oui. En tout cas, dans la compréhension d'un athlète hors norme comme va l'être Wemby, oui, c'est incroyable, c'est un luxe de pouvoir se dire que Wemby, aujourd'hui, en France, il va être encadré par Dio et Parker. Enfin, il va être encadré pas par Parker directement, mais en tout cas, il va bénéficier forcément des conseils de ces deux-là. C'est sûr. Et puis, moi, Boris, là, récemment, pour ceux qui ont vu cette année, donc il a repris une licence en départemental 2, je crois, ou 1, dans les Landes. Je crois même que c'est en D3, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est possible, parce qu'il veut remporter la Coupe des Landes. Et genre, je crois qu'il a quasiment fait aucun match. Ouais, je crois qu'il a quasiment fait aucun match. Genre, il y a eu des vidéos qui sont sorties d'un match qu'il a fait. Et c'est trop drôle parce que... Ouais, puis tu vois surtout que... En fait,
Ouais, c'est ça. Bien évidemment qu'il pourrait défoncer tout le monde. Genre, il y a 2 jours de ça, il y a des vidéos qui sont sorties de lui à l'entraînement des Spurs, où après l'entraînement, il joue avec Branham, je crois qu'il y a Collins, et je sais plus qui est-ce qu'il y a d'autres. Ils font du 2-2. Il leur fait la totale. Hein. Ah bah, il a des sacrés restes, le pépère. Hein. Ouais. Honnêtement, il a encore pareil. les moves. Hein. Bah, en plus, c'est ça, c'est que c'est un mec qui s'est jamais. Enfin, je pense qu'au début de sa carrière, bien plus qu'à la fin. Mais en tout cas, moi, quand j'ai vraiment appris à l'apprécier au moment des Spurs, c'est un mec qui se reposait pas sur ses qualités physiques. Non, il se reposait juste sur du café, mec. Hein. Ouais, c'est ça, et du vin, et son bateau. Et son bateau, et son appareil photo, quoi. Exactement. Ouais. Très cool, d'ailleurs, le compte Instagram de Boris Dio, des fois, il poste des petites photos, c'est sympa. Ouais. Je viens de repenser à une anecdote là qui me revient de. Je sais plus quel joueur qui avait sorti cette anecdote sur Boris Dio. Où en gros, il arrive à un entraînement en claquette avec sa tasse de café. Et tu sais, t'as les trucs pour tester la détente là. L'espèce de barre que tu dois taper. Ouais. Et il arrive, en claquette, il pose son café. C'était un jeune Boris, tu vois. Ouais, il pose son café, il saute en claquette et bah il saute Paf. plus haut, quoi. 40 que tout le monde. De détente. Et t'es là, genre, quoi? Comment C'est ça encore en claquette? Mais comment tu fais ça? C'est pas possible. Voilà, le furieux. Boris, quoi. Non, Boris, ouais. Boris, incroyable. Tony, j'ai moins d'accroche, on va dire, perso, avec le... C'est plus l'après-basket qui m'a fait décrocher. Parce que quand il jouait, je kiffais, mais l'après-basket m'a saoulé, clairement. Pareil. Bah, maintenant, c'est plus un entrepreneur, quoi. Oui. En tout cas. Je sais pas, pareil, j'y connais pas beaucoup en basket français, mais je vois qu'il a l'air de gonfler certains fans de l'Asvel. Ouais. Mais bon, je sais pas, je regarde pas, donc je vais pas me permettre de parler sur ça. J'ai décroché du personnage, je reconnais le talent du basketteur qu'il était. Ouais, évidemment, qu'il nous a fait bien kiffer. Ah bah bien évidemment. Eh ben, écoute, je pense que c'était pas mal. J'avais prévu un petit jeu, mais vu la taille de l'épisode... franchement, c'est comme tu veux, on a 1h20, si on fait 1h30, c'est pas grave. Bon, allez. C'est que, on en reprendra bien un peu. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que putain, mais Boris Dio, il a combien de surnoms différents? Et je voulais savoir combien tu pouvais m'en citer. Donc Babac, ok. Babac. En vrai, je peux t'en citer qu'un, c'est Babac. Pour moi, il avait qu'un surnom, mais j'en savais pas qu'il y en avait plusieurs. Bah, il y a Captain Babac aussi. Ouais, ok. Est-ce que c'est le capitaine? Ouais, ok. Il y a Bobo. Bobo, ouais, soit. 3D. Oui, ça je savais, 3D. J'aurais pu le trouver. Ouais. Le président. On l'appelle le président. On l'appelle aussi Tea Time. Tea Time. Ouais, il y en a un, c'est Fago Moshushi. Ok. Je sais pas d'où ça vient. Et mon dernier, mon préféré. The Big Croissant. Oh, le surnom donné par un Big Croissant. Le surnom. surnom donné par un Américain, c'est sûr. Il devait le prononcer. The Big Croissant. je suis tombé dessus, ça m'a fait mourir de rire. Le Big Croissant, quoi. Énorme. Magnifique. Bon. Vive la France. Vive la France. Bon, on s'arrête sur ça là-dessus. On se dit topette. Allez, topette. On se dit à la semaine prochaine sur Backdoor. Exactement. Et voilà. Allez, des bisous, topette. Bisous.